Alors on dit quoi? Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Alors on dit quoi? Aujourd'hui, nous parlons des violences sexuelles et des viols. Le viol est une réalité qui peut frapper sans distinction sociale, culturelle ou géographique. Ce crime est reconnu comme tel dans la plupart des législations contemporaines. Selon l'Organisation mondiale de la santé, en Afrique, 45,6% des femmes affirment avoir été victimes de violences sexuelles. Elles sont 40,2% en Asie du Sud-Est, 36,1% en Amérique et 27,2% en Europe. Cette réalité est sous-estimée par les statistiques parce que bien souvent, les victimes sont réduites au silence. Aujourd'hui, Alors on dit quoi libère la parole à des femmes qui ont été victimes de viol. Une émission exclusive enregistrée dans les locaux de l'association Les Résilientes, association d'aide aux victimes de violences sexuelles basée à Paris. Briser les tabous du viol, c'est tout de suite dans Alors on dit quoi. Alors on dit quoi? Avec Jaran Jai. Et pour m'accompagner tout au long de cette émission de courageuses battantes qui ont accepté de témoigner, Maïvan, 28 ans, victime de viol à l'âge de 4 ans. Bonjour Maïvan. Bonjour. Adélaïde est également à nos côtés, elle a 26 ans, elle a été plusieurs fois victime de viol. Bonjour. Bonjour. Et vous êtes toutes deux membres de l'association Les Résilientes, présidée et fondée par Anya, qui est également avec nous. Bonjour Anya. Bonjour Diara. Merci infiniment de participer à cette émission et merci de nous accueillir dans vos locaux parisiens. Et pour démarrer, je vous propose de prendre la direction de Brazzaville, où notre correspondant Berdy est allé à la rencontre de jeunes femmes, elles aussi victimes de viol. Le viol est un crime dont on ne perçoit que la pointe de l'iceberg. Selon le Fonds de développement des Nations Unies pour la femme, une femme sur trois a été violée, battue et forcée à l'acte sexuel ou abusée du moins une fois dans sa vie. Le Congo n'est pas épargné. À l'OCH, quartier résidentiel de Brazzaville, nous retrouvons une victime de viol entre les murs du guichet unique d'assistance des femmes et enfants victimes de violences. Sous l'anonymat, Sophia, comme nous l'appellerons, a accepté de nous raconter son histoire. Mais elle a joué, visage triste, et elle nous raconte l'enfer qu'elle a vécu. J'étais partie à une veine de ma copine. J'ai vu un mec, il m'a appelé, je suis partie. Quand je suis partie, il m'a dit on peut aller boire un petit bijou là-bas. J'ai dit d'accord, on est parti. Arrivé, il m'a dit oh, tu bois quoi? J'ai dit je bois le jus. Je bois le jus, j'ai dit oui. Il est parti acheter le jus. Il m'a dit je peux ouvrir le jus. Moi j'ai dit oui, ouvre. Il m'a donné le jus, j'ai bu. Après 3 minutes, j'ai commencé à sentir le vertige. Je lui ai dit, je dois partir à la maison. Oh non, attends. Après quelques minutes après, j'ai dit encore, je dois partir à la maison, on va me blâmer. Oh non, attends d'abord. J'ai dit non, oh attends. Après, je me sentais pas bien, je me sentais le vertige. Il m'a dit, oh attends, on va partir ensemble. Il m'a amené ses amis là-bas. Je suis restée là-bas 5 jours. 5e jour, je me suis réveillée. J'ai vu juste ses amis. J'ai dit, je dois partir à la maison. Oh non, attends d'abord. J'ai dit non, je dois partir à la maison. Ils m'ont poussé. J'ai d'abord crié. Ils m'ont poussé à la porte. Quand ils m'ont poussé à la porte, je suis partie dormir dans une cave. Et après 6 heures du matin, je suis partie à la maison. Quand je suis partie à la maison, papa a dit, tu étais où? J'ai expliqué à papa. Papa a dit, attends, on doit partir à la police. On est parti à la police, j'ai raconté. Ils ont dit, oh, comment tu connais là-bas où tu as mené? J'ai dit, oui, je connais. On est parti là-bas avec les policiers, on a arrêté les gars que ça. Grâce à l'apport et le combat du guichet unique d'assistance des femmes et enfants victimes de violences, Sophia se force à reprendre sa vie. C'est juste ma tante qui m'a amenée ici. Ils ont trouvé l'avocat et ils m'ont amenée à l'hôpital. Là, je pars à l'école, j'ai même fait les examens. Je suis en 3e. Oui, avec le psychologue. On
C'est juste, on lui demande comment vous allez et nous dire que la vie continue, on ne pense pas le passé. Vivre comme si rien n'était passé est difficile, mais pas impossible. La défense des droits de femmes et des jeunes filles est un combat quotidien de Victor Baniminou, coordinateur de programme de l'ONG Action Solidarité Internationale. Du fond de son bureau, peint en vert, couleur d'espoir, Victor raconte les défis auxquels il fait face. Déjà, nous rencontrons beaucoup de cas, notamment des violences de différentes formes, notamment les violences psychologiques, les violences physiques, les violences sexuelles et les cas de violences économiques. Et pour la plupart des cas que nous recevons sont des jeunes filles mineures, et qui sont pour la plupart victimes de violences sexuelles soit par des personnes les plus proches, parfois sont des parents ou encore des voisins. Et c'est pas normal que par exemple des filles par exemple de 3 ans, de 4 ans sont violées par des grandes personnes, encore de 8 ans, de moins de 16 ans par des grandes personnes, et avec ce que ça a comme conséquence. Non, mais c'est très important que nous mettons un peu tous nos efforts et toute notre énergie pour faire de sorte que le phénomène puisse reculer. La campagne Ne m'appelez pas madame de l'UNICEF a une grande importance dans la société mondiale. En plein XXIe siècle, les droits de femmes sont bafoués et les violences faites aux jeunes filles accroissent au jour le jour. Des droits bafoués, des droits qui sont en constante augmentation. Anya, est-ce que vous souhaitez réagir à la suite de l'écoute de ce reportage? Qu'est-ce qui vous a marqué? Ce qui m'a marqué, c'est que déjà la femme apparemment a été droguée. C'est ça, parce qu'elle a ressenti des vertiges et disait je veux rentrer chez moi. Et la personne dit non, mais reste. Donc en fait, il y a quand même préméditation en fait dans son cas. Donc c'est une circonstance aggravante aussi, parce que le viol est prémédité. Elle savait qu'elle se sentait pas bien, qu'il fallait absolument qu'elle rentre et qu'on l'a empêchée en fait. Et après, on l'a gardée aussi 5 jours. Donc ça m'a marqué aussi en fait la durée de son calvaire en fait. Un calvaire douloureux. Maïvan, Adélaïde, je vous vois vous aussi, vous regardez, partagez des regards. Peut-être une réaction de votre part, Maïvan? Le témoignage m'a beaucoup marqué aussi, et ce qui m'a interpellée plus particulièrement, c'est ce qu'a dit l'homme après, sur le fait qu'il y avait beaucoup de mineurs aussi qui étaient touchés en fait par les violences sexuelles. Et évidemment, je suis sensible à toutes les violences, quelles qu'elles soient, mais c'est vrai que c'est les violences sexuelles faites aux enfants en particulier, moi ça me touche. Et je me dis que ça doit cesser. En fait, il faut vraiment libérer encore plus la parole. Et donc, merci de me donner l'opportunité ce soir de le faire. Tout à fait normal, et merci à vous de participer surtout. Je vous laisse poursuivre. Oui, Adélaïde. Pareil, effectivement, je trouve ça encore très très choquant que à notre époque, il y ait autant de femmes violées. Bon, il y a aussi des hommes violés et des mineurs, quoi. Enfin, c'est quand même assez incroyable, cet abus de l'adulte qui est censé être responsable. En plus, les enfants ont confiance en les adultes qui les gardent et qui les entourent de manière générale. Comme là, il y avait clairement la figure paternelle qui va lui chercher un jus, et en fait, elle se retrouve droguée. Donc oui, j'espère qu'on va réussir à faire changer les mentalités partout. Beaucoup de choses à changer, et quelques chiffres, j'en ai cité quelques-uns tout à l'heure, des statistiques, bien entendu, durant l'introduction de l'émission. Et on sait qu'en France, chaque année, au-delà du harcèlement sexuel, on a plus de 86 000 femmes qui sont victimes de viol ou de tentatives de viol, selon les chiffres du collectif féministe contre le viol. Et près de 80%, ce sont des proches qui ont commis ces crimes. Maïvan, vous faites malheureusement partie de ces statistiques, puisque c'est votre grand-père qui vous a violé à l'âge de 4 ans. J'ai encore un peu de mal à le dire et à le réaliser, parce qu'en fait, j'ai subi une amnésie traumatique pendant 24 ans. Donc c'est assez récemment que les souvenirs me sont revenus très précisément. Mais voilà, ça fait partie de ma démarche de reconstruction aussi d'en parler, pour accepter, pour réaliser ce qui m'est arrivé, en fait, mettre fin à cette dissociation qui a eu lieu pendant de nombreuses années.
24 ans, sans souvenir aucun? Oui, c'est ça en fait, avec évidemment beaucoup de séquelles psychologiques dès l'enfance en fait, un mal-être grandissant et puis plus tard une dépression, j'ai été hospitalisée, etc. Mais pas de souvenirs très précis. J'ai beaucoup projeté sur d'autres personnes ce qui m'était arrivé en fait. Moi j'étais persuadée depuis toute petite que c'était ma mère qui avait subi ça. Et puis voilà, en fait, un jour, j'ai réalisé que tout ce que je décrivais dans mes chansons, parce que j'écris beaucoup aussi, c'était des choses que moi-même j'avais vécues, en fait. Et quels ont été justement ces souvenirs qui sont revenus à la surface 24 ans après les faits? Un souvenir de viol, en fait. Et c'est ça qui est particulièrement difficile aussi, parce que c'est tellement gros, c'est tellement, les faits sont tellement monstrueux que c'est difficile d'être entendu, même par des professionnels en fait. Et c'était difficile pour moi de me faire assez confiance pour me croire en fait, croire les souvenirs de cette petite fille de 4 ans plus que ce que la société aimerait que peut-être que je dise, ou en tout cas, je pense que parfois les gens ne sont pas prêts à entendre, mais les faits sont ceci et moi je dois vivre avec ça en fait, je peux pas inventer une autre réalité. Quel a été finalement le déclic, Maëvan, puisque 24 ans, vous avez déni, c'est un déni finalement, après ces 24 années de silence, que s'est-il passé pour que finalement vous osiez parler de cela? Je pense que c'est un concours de plusieurs circonstances. Déjà, j'ai fait beaucoup de travail sur moi-même parce que je pense que j'avais une assez grande force vitale malgré tout, donc j'ai vraiment voulu en fait comprendre ce qui m'arrivait quand j'ai commencé à subir cette dépression. En fait, on m'avait dit que je prendrais des médicaments à vie, on m'avait un peu condamnée. Et j'ai beaucoup lutté contre ce diagnostic en fait. Donc aujourd'hui, depuis 2 ans maintenant, je crois, je ne prends plus de traitement. Et j'essaie de m'en sortir autrement en fait. Donc j'ai fait beaucoup de thérapie, j'ai vu des spécialistes en EMDR, art-thérapie, j'ai testé beaucoup de choses. Et un jour ça a fini par payer en fait. Tout est sorti. Je pense que c'était le bon moment aussi parce que ma vie était un peu stabilisée en fait. Donc j'étais peut-être prête enfin à revenir. C'est un peu mystérieux, mais voilà. Maëvan, vous parliez tout à l'heure de dépression, de crise d'angoisse, des faits terriblement traumatisants. On comprend bien entendu ces réactions et même une tentative de suicide. Oui, en fait, à un moment donné, j'étais tellement mal et j'avais l'impression que d'être dépossédée de moi-même, en fait, de mon corps, je comprenais pas en fait ce qui m'arrivait, cette souffrance qui ne se terminait jamais en fait, et pourquoi d'un coup j'étais comme aspirée dans ce gouffre. Et oui, c'était. Je pense que j'avais pas fondamentalement envie de mourir, mais peut-être, c'était un appel à l'aide. Ouais. Après ces 24 années de déni, ou alors à quel moment vous avez décidé de finalement mettre fin à vos jours? C'était, dans la vingtaine, donc oui. Au moment où, au plus difficile de ma dépression, en fait. Je pense que j'avais besoin de vraiment toucher le fond pour pouvoir rebondir. Et en fait, c'était un moment où j'étais persuadée d'être une mauvaise personne. J'avais vraiment intégré, en fait, on parle beaucoup de ça maintenant, mais à l'époque, j'avais pas du tout connaissance de ça. Et puis, je cherchais pas forcément au bon endroit parce que je savais pas que j'avais vécu ça. Donc, mais beaucoup de victimes en parlent du fait de... Et puis des spécialistes aussi du fait d'avoir pris la part meurtrière de la personne qui fait ça. C'est un peu flou dit comme ça, mais on intègre en fait l'idée qu'on est une mauvaise personne, qu'on va faire du mal autour de nous. Ça devient complètement... Beaucoup de culpabilité. Énormément, ouais, de culpabilité. J'avais laissé un courrier d'ailleurs à ma famille en disant je suis désolée d'avoir fait ça, mais à l'époque je savais pas du tout de quoi je parlais en fait. C'est comme si, c'est assez incroyable d'ailleurs. Mon corps se souvenait, mais pas moi. C'est assez particulier. Et personne comprenait en fait pourquoi j'allais si mal, et moi-même j'étais incapable de le dire. Adélaïde, vous, pour votre histoire, vous avez 26 ans et 3 épisodes douloureux, 3 viols, dont le premier a eu lieu à vos 17 ans. Oui, c'est ça. C'est ce que je disais tout à l'heure sur le fait de faire confiance à une personne adulte qui est censée nous garder. Là,
J'étais chez une amie et normalement, c'était toujours sa mère qui nous gardait. Et en fait, ce soir-là, c'était son oncle que je ne connaissais pas du tout. Et bon, on est allé en ville comme des adolescentes de 17 ans. On a fait la fête, on a beaucoup bu et puis en rentrant, mon amie elle a commencé à être malade. Donc il a fallu la doucher, la coucher, tout ça. Et un ami à elle est resté avec elle dans son lit. Et du coup, je me suis retrouvée isolée à dormir dans un autre lit. Et en fait, il y avait le grand frère de cette amie que je connaissais et c'était un peu le fantasme du grand frère. Je l'aimais beaucoup. Et puis du coup, on a un peu flirté ensemble, mais voilà, enfin, c'était encore très très anodin. Et puis, je me suis endormie en étant très 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 ivre. Et puis, je me suis réveillée avec quelqu'un qui me caressait et tout ça. Et puis, au début, je pensais que c'était ce grand frère que j'aimais bien. Et puis, mais je disais quand même non parce que j'étais fatiguée et que je voulais dormir. Et puis à un moment donné, enfin, je lui dis non, mais j'ai mal à la tête, je veux pas. Et là, il m'a proposé, c'est très très bizarre, hein, mais il m'a proposé un ibuprofène. Et en fait, avant qu'on sorte, qu'on aille faire la fête, il nous avait dit qu'il avait des ibuprofènes avec lui. Et c'est ça qui a fait tilt. Et j'ai compris qu'en fait, c'était l'oncle et non pas le frère. Et du coup, là, j'ai encore eu du mal à me réveiller. J'entendais en plus des bruits de ceinture, tout ça. Donc, je savais qu'est-ce qui se passait, ça n'allait pas et que j'avais pas envie de le subir. Mais voilà, cette prise de conscience, ça m'a fait un électrochoc et j'ai eu la force de me lever, de sortir de la chambre, d'aller dans le salon, là où j'ai vu qu'il y avait de la lumière et des gens encore réveillés. Et du coup, il y avait le grand frère et le cousin qui étaient là. Et je leur ai dit ce qui venait de se passer. Et pendant ce temps-là, l'oncle, en fait, a fui. Il a fui totalement de la maison. Et du coup, je me suis retrouvée totalement démunie et j'ai eu le réflexe d'appeler ma mère. Et elle est venue me chercher et elle a trouvé sa fille au bord de la rue en larmes à 7h du matin qui l'attendait. Et je lui ai tout raconté, elle m'a ramenée à la maison. Et là, du coup, je suis allée voir mon père qui était toujours allongé. Je lui ai fait un énorme câlin, je lui ai raconté tout de suite ce qui s'était passé. Et pendant ce temps-là, ma mère, je savais pas où elle était, mais en fait, elle a repris la voiture, elle a cherché le mec partout en ville, parce qu'elle avait une rage pas possible. Et après, j'ai essayé de me recoucher un peu. Après, j'ai pris une très très longue douche. J'ai beaucoup pleuré, puis en fait, ma famille s'est réunie autour de moi. Donc c'était un instant très fort. Et puis après, j'ai décidé d'aller porter plainte, parce qu'en plus, entre-temps, il m'avait appelé. Alors ça, c'était aussi le toupet que l'oncle en question m'a appelé. Sur mon téléphone, j'ai trouvé ça encore plus intrusif pour me dire mais non, mais tu sais, il s'est rien passé, t'inquiète pas, j'étais juste là pour voir si t'allais bien, je t'ai juste caressé les cheveux. Et du coup, j'ai pété un câble, je suis allée dans le salon, j'ai dit à mes parents tout de suite ce qui se passait, ils ont pris le téléphone. Et en fait, le toupet, elle est encore plus loin, c'est que quand on est allé à la préfecture de police, il était là, l'oncle était là, il a déposé une main courante avant moi, pour signaler l'incident, comme il l'appelait, et pour vraiment prendre les devants et se mettre à couvert. Et du coup, ça a été horrible de déposer plainte parce que les policiers nous ont rien dit, nous ont pas dit qu'il était là, et juste il y avait une ambiance horrible. Je savais qu'on me cachait quelque chose. Et vous saviez que les policiers vous cachaient quelque chose ? Oui, je sentais qu'il y avait quelque chose qui tournait pas rond. On m'a fait attendre très très longtemps parce qu'en fait, ils voulaient pas qu'on se croise. Et après, j'ai dû faire ma déposition. Et donc là, j'ai eu le cas classique du gentil et du mauvais flic. Avec un qui me disait, en même temps, vous étiez juste en t-shirt boxer, mademoiselle. Vous pouvez pas vous trimballer avec une tenue pareille. Puis vous aviez bu. Et puis l'autre personne, par contre, qui était compréhensive. Et puis après, j'ai eu 3 ans de procès qui ont mené nulle part. Justement, est-ce qu'il y a finalement eu une confrontation, comme vous êtes allé justement au procès qui a duré 3 ans, vous venez de le dire, est-ce qu'il y a eu une confrontation avec le violeur durant ce processus judiciaire ? Oui, ça a été très très dur. Ça a été horrible de le revoir, de voir que il se faisait passer pour le gentil, d'entendre, et je pense que le plus dur, c'était d'entendre un avocat le défendre. Vraiment, pour moi, j'avais cette idéologie de l'avocat qui est là pour la justice, pour le bien, et en fait, non, il était là pour défendre son client.
Et du coup, de voir qu'il se servait d'arguments comme elle était à moitié endormie, donc elle sait pas ce qu'elle dit. Et du coup, j'ai dû le revoir et être dans la même pièce que lui. Et j'ai trouvé ça horrible. Difficile. Combien de fois vous avez raconté votre histoire et à qui? Tout à l'heure, vous avez parlé de ces deux policiers, un gentil et un méchant, mais à qui d'autre on doit raconter son histoire quand on entre dans ce système judiciaire? Beaucoup de personnes. Et c'est vraiment, à chaque fois, c'est horrible parce que du coup, on revit non seulement la situation, mais en plus, quand on est dans un procès, c'est qu'il y a deux versions et que du coup, ça nous confronte à ce que la partie adverse peut bien nous reprocher, c'est-à-dire les points de faiblesse de l'histoire. Et du coup, j'ai dû le raconter déjà à ma famille, ça a été horrible, au premier policier. Après, j'ai dû voir un médecin tout de suite à l'hôpital pour faire des prélèvements, tout ça. Donc pareil, il faut raconter. Après, j'ai dû aller voir un psychologue qui lui aussi a dû voir l'oncle en question pour établir nos schémas de pensée, nos profils et tout ça. Et après, j'ai été suivie par une psychiatre, donc là encore, je trouvais ça normal. Et puis j'en parle encore aujourd'hui, quoi. Donc. Adélaïde, dans la loi française, le viol est pourtant un crime et la peine d'un violeur peut aller jusqu'à 15 ans de prison. Vous, ça a été un non-lieu faute de preuve. Ça a été l'aboutissement de ce procès quand vous avez entendu cette phrase non-lieu faute de preuve. Comment vous avez réagi? Qu'est-ce que vous avez ressenti? J'étais anéantie. Après 3 ans où on espère avoir une justice, on se dit même que, en fait, ça va être une bonne chose si cette personne-là se retrouve en prison parce que, en fait, c'est une personne mauvaise et pédophile et qui était à 2 doigts d'être incestueuse parce que mon ami et sa sœur ont témoigné en ma faveur en disant qu'il leur caressait les cheveux, en disant, de toute façon, si j'étais pas votre oncle. Enfin, vous voyez, et du coup, ça a été vraiment un choc. Et depuis, j'ai plus aucune confiance en la justice, quoi. Je me rends compte que c'est un système très carré et que, certes, la présomption d'innocence, c'est quelque chose de très bien, mais que du coup, c'est impossible, quoi. Il faut avoir des preuves, 1000 preuves pour arriver je quelque disais part. tout à l'heure, justement, que vous avez été violée à plusieurs reprises et pendant ce même procès, donc ça a duré 3 ans, vous avez été de nouveau violée. Oui. Et là, vous n'avez pas porté plainte. Non, non, parce que en fait déjà c'était par une connaissance proche, c'était par un garçon de ma classe. C'était la soirée juste après le bac, et du coup mes amis étaient là. Enfin, pareil, j'étais sous. C'est toujours le même schéma. Hein. De toute façon, j'étais ivre, je suis allée me coucher dans ma tente. Mes copines sont venues avec moi pour papoter, et puis il est venu, il les a sortis de la tente, quoi. Donc déjà, je me suis sentie trahie par mes amis. Qu'elle reste pas avec moi. Et le lendemain, donc là, je pense que pareil, je souffre d'amnésie traumatique parce que je me souviens de rien. Je me suis juste réveillée le lendemain avec mon t-shirt mais plus de culotte. Donc voilà, c'est des signes où on apprend à force que c'est des preuves en fait. Et c'était déjà très compliqué familialement parlant. Ma mère, elle est pas bien par rapport à mon premier viol. Elle me reprochait d'avoir bu et du coup, je savais très bien que là, je pouvais pas le redire. Et pareil, j'étais toujours avec mon copain de l'époque, donc qui avait subi à travers moi le premier traumatisme. Du coup, je pouvais pas remettre ça sur le dos des autres. Et du coup, en fait, ça a été plus facile de pas y penser. J'ai mis de côté, quoi. Vous regrettez ce choix aujourd'hui ou vous espérez peut-être un... Oui. Oui, clairement, j'aurais aimé le confronter et porter plainte et que mes amis témoignent qu'elles étaient dans ma tente et qu'elles l'ont laissé. Et oui, je le regrette et j'ai même engagé parce que je sais que cette personne habite sur Paris et j'ai même engagé un détective privé pour essayer de savoir où est-ce qu'il habite, pour moi essayer de le confronter parce que je sais que par la justice, il y aura non-lieu en fait. C'est sûr, il y a pas de preuve, ce sera sa parole contre la mienne. Donc il y aura une fois de plus non-lieu. Et du coup, je préfère essayer de le confronter, on va dire, amicalement. Enfin, vous voyez. Juste pour qu'il avoue, vous attendez de ce type de démarche. Oui, voilà, j'ai pas envie qu'il soit en prison, j'ai juste envie d'avoir une reconnaissance de ce qu'il a fait. Anya, on entend des récits douloureux où les victimes, elles renoncent souvent à porter plainte par manque de preuves ou par peur. On vient de l'entendre à l'instant avec Adélaïde. Vous avez mis 20 ans avant de franchir le pas d'un commissariat pour dénoncer un crime. 20 ans de souffrance, de silence.
Quel a été le déclic pour vous, Anya ? J'ai mis 23 ans en fait pour le faire et le jour où je me suis décidée, enfin moi j'avais 15 ans quand c'est arrivé et j'ai pu porter plainte à 38 ans et 11 mois je précise parce qu'aujourd'hui la loi a changé. À l'époque moi c'était il y a 2 ans, en novembre 2017 et c'était l'ancienne loi donc j'ai fait 11 mois trop tard mais je pense que c'est pas un hasard, enfin je ne pouvais pas le faire plus tôt donc parce que j'étais pas prête à 15 ans et j'étais pas prête à affronter le regard des autres, le regard de ma famille, J'étais trop jeune en fait et j'avais pas les épaules assez larges. Moi, je voulais juste oublier. Et à 38 ans, j'ai pu le faire parce que voilà, j'ai mis quand même 20 ans, plus de 20 ans en fait à faire ce chemin. Et ce qui m'a, le déclic en fait, c'est que c'est vrai qu'il y a 2 ans exactement, il y avait MeToo et ça a joué quand même un rôle dans mon parcours. C'est à ce moment-là en fait que j'ai décidé de porter plainte. Et il y a 5 ans, j'ai commencé à en parler autour de moi parce que ça me pesait trop. Et ça m'a tellement libérée de parler. Donc un jour, j'ai parlé à une amie et elle m'a encouragée à porter plainte. Et c'est vrai qu'à l'époque, moi, je pensais être dans mes droits parce qu'elle m'a dit, Anya, t'as 38 ans, c'est le moment ou jamais, porte plainte parce qu'après, ça sera trop tard. Et donc moi, j'ai cru que c'était encore possible de le faire et que j'étais dans mes droits. Et après, j'ai revécu plein de flashs, j'ai revécu en fait tout ce que j'ai essayé d'oublier. Et je me suis dit, tant pis, même si à la prescription, j'ai pas envie de ressouffrir pour rien. Donc je vais aller jusqu'au bout, ce que j'ai pas pu faire à 15 ans, à 38 ans, je vais le faire. Pour enfin affronter mon passé en face et pouvoir tourner la page. Moi, j'ai vraiment fait dans un but de reconnaissance en fait du préjudice. Moi, je cherchais pas un procès, donc je me dis tant pis. Enfin, même plus tôt, je pense que j'aurais pas pu le faire. Donc c'est pas grave en fait qu'il y ait prescription dans mon cas, parce que moi, je recherchais pas de procès. Je voulais juste que la société reconnaisse le préjudice que j'avais subi. Et c'est comme ça en fait que j'ai porté plainte et que ma parole a été entendue. Et c'est vrai que on m'a dit lors de mon dépôt de plainte, ça a duré 5 heures à la brigade de protection des mineurs, on m'a dit qu'on reconnaît le préjudice que j'ai subi, ça s'appelle un viol sur mineur, et que si j'étais encore dans mes droits, c'était passible de la cour d'assises, et qu'aujourd'hui, malheureusement, il y a prescription, donc il n'y aura pas de poursuite judiciaire. Mais en fait, le fait que les policiers me disent ça, ça m'a suffi qu'on me dise, on reconnaît le préjudice et c'était passible de la cour d'assises, et ça s'appelle un viol sur mineur. Moi, ça m'a vraiment suffi pour ma reconstruction en fait, et je me dis ok, ça me va en fait, donc je ne suis pas coupable en fait, donc j'ai pas besoin d'un procès en fait, j'ai pas besoin de savoir quelqu'un malheureux derrière les barreaux. Moi, j'avais juste besoin de ça pour moi, pour avancer, de savoir que la culpabilité que j'ai portée si longtemps, elle ne m'appartenait pas en fait. Et c'est une façon de la rendre aussi, qu'on me dise non, t'es pas coupable puisque t'as subi un préjudice, un crime, et c'est la cour d'assises. Hein. Donc comment a réagi votre entourage, Anya ? D'ailleurs, qu'est-ce s'est-il passé pour vous, pour votre cas ? Ce qui passait, mon histoire en fait, alors moi c'est un cambriolage qui a mal tourné en fait, donc c'était en pleine nuit, des hommes sont introduits dans l'appartement familial, donc et je dormais avec mon petit frère dans la même chambre et mes parents dans la chambre d'à côté, donc des hommes sont introduits chez nous, donc je pense qu'ils étaient à peu près 5, ils étaient cagoulés, armés de couteaux, et donc ils voulaient juste voler l'argent, les bijoux, des objets de valeur. Et moi j'étais réveillée en pleine nuit, dans mon sommeil avec un oreiller sur ma tête en essayant de m'étouffer, donc c'est comme ça que je me suis réveillée en sursaut. Et donc moi j'ai été ligotée, j'ai été bâillonnée, donc en fait j'étais privée de mes sens, il me restait que l'ouïe en fait et l'odorat. Donc je peux pas décrire la scène dans les détails en fait. Mais ce qui s'est passé, c'est que je pense que le cambriolage était prémédité, le viol je ne sais pas en fait. C'est lorsqu'ils ont sorti mon petit frère de la chambre que je me suis retrouvée toute seule en fait, et c'est comme ça que ça s'est produit en fait. Un des hommes était un pédophile, un violeur en fait, voilà. Et donc c'est vrai que moi j'ai porté plainte avec mes parents pour le cambriolage avec séquestration en fait, parce qu'on a été séquestrés, mes parents étaient torturés, et j'ai pas porté plainte pour le viol parce qu'à l'époque je n'étais pas capable de dire ce qui m'était arrivé parce que c'était en fait déjà le cambriolage c'est un viol de l'intimité, donc moi c'est une double peine en fait. Et je me suis dit je préfère oublier parce que j'étais trop traumatisée en fait. Maëvan, vous, est-ce que vous avez porté plainte ? Non. Je n'ai pas porté plainte et je suis en plein questionnement en fait. Je suis allée voir la semaine dernière une avocate en fait pour me renseigner. Et c'est vrai que en fait, j'ai pas précisé peut-être tout à l'heure, mais mon grand-père est décédé quasiment une semaine après les faits. Donc voilà, en fait, si je porte plainte aujourd'hui, ce serait également pour une reconnaissance c'est comme ça. Pour le cas d'Anya. Et moi, mon espoir en fait, c'est que quelqu'un témoigne en fait qu'il y ait eu, je sais pas, en fait, ce qui me pèse le plus encore aujourd'hui, c'est d'être la seule personne vivante à pouvoir parler de cette scène. J'ai eu une confrontation un dialogue avec ma famille cet été, en fait, l'été dernier, parce que j'espérais
pourrait m'en dire plus, enfin voilà, j'avais cet espoir. Mais personne ne se souvient de rien, visiblement. Donc c'est vrai que c'est très difficile en fait d'être seule avec ça finalement, parce qu'en plus comme j'avais 4 ans, enfin c'est vrai qu'il y a pas mal de personnes qui me découragent un peu en fait finalement, qui me disent, enfin comme les souvenirs me sont revenus tardivement, que j'étais petite à l'époque, en fait facilement les gens ont tendance à dire à semer le doute en fait. Ils disent me croire, mais il y a toujours un peu ce truc de mais c'est vrai, est-ce que t'as bien tout entendu, t'étais petite, et en fait moi ça me met en rogne complètement. D'autant plus que je suis, bon c'est pas un hasard je pense, mais je suis professeure des écoles maintenant, et en fait ça me révolte en fait. Je trouve que c'est vraiment une injustice telle en fait qui est faite, enfin une insulte faite à l'intelligence des enfants et à leur capacité de comprendre ce qui se passe, et donc rien que pour ça en fait je vais continuer à me battre quelle que soit ma décision en fait, porter plainte ou pas porter plainte, enfin voilà, je vais continuer à parler parce que je sens en fait c'est ce poids qui pèse sur moi et sur ma parole, que ce soit bienveillant, pas bienveillant, etc. En fait je sens que ça génère un grand malaise en fait, ce que je peux comprendre, hein, mais pour la petite fille que j'étais à l'époque et pour la justice en fait c'est très important pour moi de parler maintenant que j'ai cette lucidité, ces outils pour comprendre le monde et comprendre ce qui m'est arrivé en fait. Voilà. Anya, Maëvan vient de parler à l'instant de la réaction de l'entourage. Effectivement, ressasser le passé, c'est difficile. Vos parents étaient présents physiquement, en tout cas dans le lieu, mais ils étaient séquestrés. Quand ils ont appris finalement ce qui s'était réellement passé lors de cette nuit-là, comment ils ont réagi ? Ils l'ont su, pareil, une vingtaine d'années après, parce que j'aurais pas dit, en fait. J'ai tout gardé pour moi, en fait. Moi, j'avais choisi le silence, donc j'avais choisi la solitude aussi, mais c'est mon choix, donc je l'assume. Et je pensais qu'en ne parlant pas, ça allait m'aider à oublier. Donc, ils l'ont su assez tard, il y a quelques années seulement. Et je pense qu'en fait, j'aurais pas dit, c'était une façon aussi de les protéger, parce que j'estime que ce n'était pas entendable non plus pour eux, parce que déjà ça a été même pas entendable pour moi en fait. Et en fait moi j'étais pas dans le déni, mais moi j'étais vraiment dans la minimisation de ce qui m'était arrivé, parce que cette nuit-là en fait, au-delà du viol, moi j'étais persuadée que j'allais mourir cette nuit-là, parce que je me suis dit le gars après m'avoir violée, il va me planter son couteau, parce que j'ai bien vu son couteau, il m'a bien montré, avant de mettre du scotch autour des yeux et de me bâillonner, me ligoter, je me dis en fait il va effacer toutes les traces du crime, il va tous nous tuer. Je me dis moi il va me tuer, j'ai pas dit à mes parents que je les aimais, j'ai pas dit à mon frère que je l'aimais, je vais mourir aujourd'hui dans mon lit comme ça après le crime, et dans un bain de sang, et j'étais persuadée que c'était ma dernière nuit sur terre en fait. Donc finalement je me suis dit je suis pas morte, donc je m'en tire pas si mal que ça. Enfin voilà, donc j'étais quand même dans la minimisation. Je me dis je peux pas me plaindre parce que aujourd'hui je suis vivante. Il y aurait pu avoir pire. Voilà, je me dis il y aurait pu avoir pire finalement. Je suis là, donc je vais pas me plaindre parce qu'il y a pire que moi en fait. Après l'affaire Harvey Weinstein à Hollywood, le producteur accusé de harcèlement, agression ou viol par des dizaines d'actrices début octobre 2017, les langues se libèrent. Ici, dans Alors on dit quoi aussi, nous donnons la parole aux victimes de violences sexuelles aux côtés de membres de l'association Les Résilientes, des femmes braves et courageuses qui ont accepté de témoigner sur RFI. Sur les réseaux sociaux, au-delà des sphères féministes, un appel autour des mots-clés « balance ton porc » et « MeToo » brise l'omerta et rapporte des témoignages de sexisme quotidien, de harcèlement de rue ou d'agression sexuelle. Tout à l'heure, Anya, vous l'avez un petit peu évoqué. C'est à ce moment-là que le déclic a opéré chez vous. Que pensez-vous de ce phénomène aujourd'hui ? Je pense qu'en fait, ce phénomène aide vraiment à la libération de la parole. Enfin, moi, c'est vraiment à ce moment-là que je me suis dit, je savais que ça existait, mais le fait que d'autres femmes puissent parler, témoigner, qui a pu se libérer, que ça encourage en fait d'autres personnes, des hommes ou des femmes, pas forcément des femmes, mais à se libérer aussi. Et je me suis dit, ce que je n'ai pas pu faire avant, à 15 ans, aujourd'hui je peux le faire, parce qu'aujourd'hui, j'accepte mon histoire, donc j'ai envie d'aller jusqu'au bout. Donc c'est vrai que ça a joué un rôle dans mon parcours, parce que je pense que sans l'affaire Weinstein ou Hamilton, des choses comme ça, j'aurais peut-être pas pensé en fait à porter plainte. Après, j'avais une amie qui m'encourageait à le faire. De moi-même, je me suis pas dit tiens, je vais porter plainte ce jour-là. Non, c'est parce que c'était dans l'air du temps. Donc même si je regarde pas forcément la télé tout le temps, mais on peut pas échapper à l'actualité. Donc c'est dans ces conditions-là que j'ai accepté. J'ai voulu porter plainte pour aller le plus loin que je pouvais aller en fait. Ce que j'ai pas pu faire à 15 ans, le faire à 38 ans. Adélaïde, est-ce que ce mouvement a impacté votre vie, vous qui avez vécu des violences sexuelles ? Oui, clairement, quand j'ai vu que
que tout le monde se déchaînait, que la parole sortait et que pour une fois, en fait, il y avait un mouvement fort de femmes et que c'était plus les hommes qui avaient la parole à ce moment-là. Moi, j'ai repris mon parcours de résilience, en fait. C'est vrai que quand, en fait, à 18 ans, je suis allée faire mes études, j'ai plus du tout vu de psychiatre, j'ai tout mis en pause. Et, vous pensiez que c'était plus nécessaire? J'ai mis un focus sur mes études et après, je suis partie voyager et voilà, je sais que ça ressortait de temps en temps, justement, en soirée, quand j'avais bu ou des choses comme ça, mais je pensais pas que j'avais d'autres choses à faire, en fait. Je pensais que c'était comme ça, que c'était en moi et que maintenant il fallait que je vive avec, quoi. Et Maïvan, pour vous aussi, cette affaire a libéré la parole ou créé un déclic quelconque dans votre histoire? Oui, mais moi c'est assez marquant, je trouve, de voir à quel point j'étais dans le déni avant et à quel point maintenant en fait ça m'aide, mais il y a eu finalement très peu de temps entre. Enfin, je me souviens très bien d'un camarade qui m'avait peu de temps avant que les souvenirs me reviennent, qui m'avait dit mais qu'est-ce que tu penses du mouvement MeToo, etc. Et en fait, je crois que j'avais plus ou moins éludé le sujet, où j'étais, en fait, je me rends compte qu'avant, dès qu'on évoquait le sujet des violences sexuelles, où en fait je partais ailleurs, en fait je me dissociais, je pense que voilà, je répondais vaguement, mais bizarrement c'était un sujet que j'évitais un peu. Et là dernièrement, en fait, maintenant que j'ai réalisé ce qui m'était arrivé, c'est vrai que je suis particulièrement touchée et que j'ai tendance à beaucoup suivre de pages féministes ou de personnes dont je trouve le parcours très inspirant. Il y a eu Adèle Haenel dernièrement, il y a eu aussi le film Les Chatouilles. Il y a plein de choses comme ça qui me touchent et notamment dans l'art, en fait. Je trouve que c'est aussi un beau moyen de sublimer ses blessures. À travers l'art, alors que faites-vous pour essayer de vous reconstruire? Je chante, j'écris des textes et je les chante. Des textes autour de votre histoire? Oui. Qui vous inspirent? Oui, c'est ça. En fait, j'écrivais depuis un bon moment et des textes qui parlaient beaucoup de violences sexuelles, en fait, mais je m'en rendais pas compte. Je mettais pas ce mot dessus, moi, en fait. Et les premières fois que je les ai partagés, en fait, j'ai eu beaucoup d'échos, soit de personnes qui avaient été dans des relations un peu maltraitantes avec des hommes les gens étaient interpellés par la profondeur de mes textes, en fait, et moi-même j'avais pas conscience de ça finalement, en fait, et puis un jour j'ai réalisé que ce que je racontais c'était ce que j'avais vécu. Il y a quand même beaucoup de violence dedans, même si je les dis pas du tout sur un ton ni larmoyant ni j'ai aussi un côté heureusement très pop et gay, donc voilà, mais malgré tout c'est un message qui est pas c'est pas toujours facile de le porter comme ça, c'est pas toujours reçu avec c'est pas un sujet facile, en fait, j'en ai bien conscience. Et puis je fais aussi pour moi-même de la peinture, je passe par des choses un peu plus corporelles. Dernièrement, j'ai repeint un buste de femme et c'est des choses qui m'aident beaucoup, en fait, de me réapproprier mon corps j'essaie de trouver un peu de sens là-dedans, en fait. Voilà. Et vous, Adélaïde, par quoi passe votre chemin de reconstruction? Maïvan vient de nous parler d'art. Vous, comment vous tentez aujourd'hui? C'est un peu flou. J'ai l'impression que c'est un peu toujours par hasard et par le fruit de rencontres. Mais là, justement, j'ai un projet de faire une grande toile avec plein de mots découpés dessus et tout ça. Et je sens que j'ai ce besoin-là de retourner à des choses vraiment matérielles, parce que quand j'étais petite, je créais beaucoup, je faisais beaucoup de collages. Mais après, en fait, moi, ça passe surtout par ma santé. Je suis quelqu'un d'habitude qui est souvent malade, j'ai souvent des maux de tête, des maux de ventre. Je suis très anxieuse et du coup ma façon de prendre soin de moi, c'est d'aller voir des médecins. Donc je suis suivie par une psychiatre et à côté de ça je vais voir une ostéopathe qui est formidable et j'ai récemment grâce aux Résilientes où il y a eu l'intervention d'une hypnothérapeute, j'ai eu ma première séance la semaine dernière et résultat?
J'ai trouvé une très très grande compréhension que j'avais jamais eue avant. Quand je parlais, quand j'ai raconté mon histoire ou ma personne ou mon enfance, enfin, elle finissait mes phrases en même temps que moi. Enfin, c'était incroyable, vraiment la capacité de compréhension de cette personne. Après, j'ai pas eu de réelle séance d'hypnose pour l'instant, juste un petit aperçu. mais je sens que les choses se décantent et du coup, c'est très difficile. Je suis très instable émotionnellement parlant, mais en fait, je sais que c'est par là qu'il faut passer. Je lis beaucoup aussi, beaucoup de livres, Virginie Despentes par exemple. Et du coup, je sais que j'ai lu dans un livre, c'est un peu comme si on avait une plaie purulente. Bon, la première étape, c'est qu'il faut la cureter, ça fait très mal, mais après, au moins, la plaie, elle est saine et elle va se cicatriser, en fait. Et donc là, j'en suis à l'étape du curetage. De l'écriture pour vous, Anya. Alors, on vient d'entendre Maëvan et Adélaïde avec de l'art, des séances d'hypnose. On a entendu beaucoup de choses pour essayer de concrétiser ce parcours de résilience, comme vous l'appelez, Anya. Pour vous, comment s'articule ce chemin de reconstruction ? Moi, c'est vraiment un besoin de partage et de transmission. En fait, après mon dépôt de plainte, j'ai ouvert mon blog qui s'appelle Les Résilientes. Et ça fait bientôt 2 ans que j'écris sur la reconstruction après un viol. Après, j'ai commencé à me former auprès d'associations qui luttent contre les violences sexuelles. Donc, j'ai fait tout un cycle de formation. J'allais tous les mois pendant 9 mois en formation. Et à partir de là, c'est là que j'ai monté ma propre asso, donc qui s'appelle aussi Les Résilientes. Et j'ai créé mes groupes de parole en septembre 2018 parce que j'avais un constat à Paris. Il n'y avait pas de groupe de parole de victimes de violences sexuelles. Et moi, j'avais vraiment besoin de partager et échanger. Donc, c'est vrai que j'ai eu la reconnaissance, on va dire, du préjudice. Mais moi, il manquait quand même quelque chose, c'était le partage. Et c'est ainsi que l'aventure des groupes de parole a commencé. Et puis maintenant, je fais des groupes de parole, plusieurs groupes de parole par semaine. Je fais aussi des groupes de parole pour les hommes. Et je pensais pas que ce que j'écrivais sur mon blog touchait un public masculin. Et ça me touche profondément, en fait. Donc ça, c'est une façon aussi de me reconstruire, d'aider des personnes qui passent par là. Parce que ça, j'aurais aimé avoir ça quand j'avais 15 ans. Et ça n'existait pas à l'époque. Et moi, ça passe énormément aussi par l'écriture, via mon blog. Aujourd'hui, je suis en train d'écrire mon livre sur la reconstruction après des violences sexuelles. Et puis, tout ce qui est accompagnement de personnes, ça me passionne tellement qu'aujourd'hui, je consacre ma vie à ça. Donc, je suis devenue coach. Je suis coach de vie. Ma spécialité, c'est la résilience après des violences sexuelles. Donc, j'accompagne des personnes sur leur chemin de transformation personnelle. Et ça m'a énormément aidé, tout ce qui est développement personnel. Et aujourd'hui, que ce soit en collectif dans mon asso ou en individuel en coaching, le fait de transmettre ce message d'espoir qu'il est possible de se reconstruire, qu'on peut avoir une nouvelle vie. Et ça me passionne, en fait, de suivre les renaissances de chacun. Oui, on l'a senti durant ces ateliers auxquels on a pu participer. C'est déjà quasiment la fin de cette émission. Encore bravo et merci pour vos témoignages. Est-ce que vous souhaitez adresser un message à nos auditeurs, à nos auditrices qui nous écoutent un peu partout dans le monde ? On va faire un petit tour de table. Anya, vous allez conclure, vous. Alors, Maëvan, je vous laisse la parole. Moi, mon message, c'est que c'est pour toutes les personnes qui nous écoutent et qui ont vécu des violences et qui n'osent pas en parler, que vraiment de dire que ça vaut la peine, en fait, que certes c'est difficile d'en parler. Je vais pas dire que c'est tous les jours facile et que aujourd'hui je peux pas dire que je suis tous les jours. Je peux pas dire que ça n'a pas existé, mais en tout cas, je me sens nettement mieux que quand j'étais seule à souffrir en silence, en fait. Et je me rends compte que en parlant, je trouve des interlocuteurs qui sont capables d'entendre ma parole aujourd'hui, et ça fait un bien fou. Donc vraiment, je voulais encourager les personnes qui écoutent à le faire, et les personnes qui n'ont pas subi ces violences à vraiment aussi peut-être, même si je sais que c'est difficile, essayer d'entendre cette parole, de l'accueillir. Ça suffit, en fait, c'est déjà énorme. Voilà. Adélaïde. Moi, j'ai fait un appel à l'éducation des enfants, des hommes, des petits garçons, des petites filles. Il faut apprendre aux garçons que les femmes sont des êtres humains, que c'est pas une sous-espèce, que c'est pas un objet, qu'ils ont aucun droit sur leur corps et sur leur psychique. Et il faut apprendre aux petites filles qu'elles sont fortes, qu'elles vont être aimées et qu'elles vont pas être abandonnées si elles disent non. Merci beaucoup. Anya, je vous laisse le mot de la fin.
Moi, je vais vous dire à toutes les personnes qui nous écoutent et qui ont subi des violences sexuelles, donc des femmes ou des hommes, en fait, je les encourage à parler, à libérer leur parole, parce que moi, le chemin de ma reconstruction a commencé ce jour-là où j'ai pu libérer la mienne il y a 5 ans. Et c'est à partir de là que tout commence. Si on garde le silence comme moi j'ai fait pendant 20 ans, ça ne marche pas. Voilà. Donc vraiment, j'encourage les personnes à en parler et de se faire accompagner sur leur parcours. Donc voilà, en parlant à des proches, à des associations, à des thérapeutes, peu importe, mais se faire accompagner et de leur dire en fait ce message d'espoir qu'il est vraiment possible de se reconstruire aujourd'hui. Je suis vraiment très heureuse. Je suis bien plus heureuse que la jeune fille que j'étais à 15 ans, on peut vraiment renaître de ses cendres, on peut vraiment avoir une très belle vie qui soit libre, heureuse et épanouie. Donc, et qu'une épreuve ne nous définit pas. C'est pas parce qu'on a vécu quelque chose tel qu'un viol que ça va nous marquer toute notre vie et que ça va conditionner le reste de notre vie. Donc vraiment, c'est ce message d'espoir et d'encourager la libération de la parole. Un magnifique message d'espoir, c'est ainsi que s'achève cette émission. Vous avez entendu des récits poignants autour du viol aujourd'hui dans Alors on dit quoi. La semaine prochaine, nous poursuivons la discussion en abordant le processus de reconstruction. Comment survivre après avoir vécu une agression sexuelle? Comment continuer de vivre après un viol? Rendez-vous samedi prochain sur RFI, même heure, même fréquence. Vous pouvez toujours réagir et témoigner via notre WhatsApp, Facebook, Insta et Twitter. Merci infiniment à la team AODQ, Beverly, Guillaume, Mariam et Daba. Ubno no Hagongol. À bientôt. Vous les avez entendus.